من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, on m'a augmenté mon temps, ce qui en général on me le réduit, donc je reviendrai. Inch'Allah. Donc simplement une chose, d'abord j'aimerais vraiment remercier les organisateurs, le CCIF pour son action, pour ce qu'il fait, pour cette campagne, pour la philosophie qui est derrière et les perspectives qui sont en avant. Mais avant de venir au thème de la soirée, j'aimerais remercier encore, il faut le répéter, les personnes qui nous permettent d'intervenir dans cette salle, parce que vous ne le savez pas peut-être, mais jusqu'à tard dans la nuit, il y a eu des discussions pour savoir si on pouvait intervenir dans cette salle. Encore une fois, toujours la même chose concernant des individus, me concernant. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des personnes ici dans cette ville qui résistent et qui, même s'ils peuvent ne pas être d'accord avec la pensée, considèrent que quand on est dans une société démocratique, plutôt que d'aller le dire à la télévision qu'on est des défenseurs des droits humains et qu'on est pour la liberté d'expression, c'est là, dans les salles, que ça se voit. C'est quand on nous laisse parler. Il faut savoir que pratiquement sur tout le territoire français, c'est des années après des années, maintenant ça fait pratiquement 10 ans, que pour ce qui me concerne, j'essuie, au nom de la liberté d'expression, le fait de ne pas avoir la liberté de m'exprimer. Et donc en l'occurrence, il faut saluer quand ça peut se faire, parce que ça aussi, implicitement, il y a quand même quelque chose qui est grave. Il y a quand même quelque chose qui est grave sur le fait de la discrimination, c'est-à-dire que nous ne sommes pas traités sur un pied d'égalité quand il s'agit déjà du travail, quand il s'agit déjà de l'habitat, mais quand il s'agit simplement de s'exprimer. Quand certains parlent et critiquent un État, on les dit antisémites, mais quand on dit qu'on critique des musulmans, on dit c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression devient le racisme des autres, surtout quand en plus on ne critique même pas la religion, mais on critique un État qui aujourd'hui est un État qui opprime toute une population. Et on a une pensée pour eux parce que malgré toutes les trêves dont on nous parle, la situation là-bas est grave. Je reviens au sujet de ce soir pour dire un certain nombre de choses. La première des choses, c'est en termes de terminologie. Vous savez qu'on en est encore en France à avoir des intellectuels qui interviennent dans les médias et qui nous disent mais l'islamophobie n'existe pas, c'est un mot qui a été produit par les Iraniens, c'est un concept idéologique qui veut faire en sorte que ou qui a envie de traduire l'idée que les musulmans sont des victimes et qu'ils entretiennent un esprit victimaire. Nous sommes des victimes de discrimination, de racisme, etc. Donc c'est un concept qui en fait est utilisé par les musulmans pour empêcher toute critique de l'islam et des musulmans. En fait, c'est un concept utilisé par des gens qui se présentent comme des victimes pour faire en sorte que tous ceux qui les critiquent soient considérés comme des racistes. Donc en fait, la faute en revient aux musulmans eux-mêmes qui font usage de ce terme-là. Il faut, de ce point de vue-là, comprendre une chose, c'est que le début de la lutte de la résistance, le début de la position intellectuelle et citoyenne qui fait de nous des citoyens de notre histoire, elle ne commence pas dans l'ordre du droit, elle commence dans l'ordre de la terminologie. Elle commence dans le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est l'arme des puissants. Et le langage est l'arme des puissants. C'est quand on décide tel mot a tel sens et vous n'avez pas le droit d'en changer le sens. Or, ce qu'il faut contester aujourd'hui, c'est parfois les définitions que l'on donne aux mots ou que certains donnent aux mots. Ça n'est pas parce qu'un mot est majoritairement connoté ou utilisé d'une certaine façon que nous sommes dans l'obligation d'en accepter et la définition et l'usage. La première des luttes est une lutte de la terminologie et de dire de façon claire qu'aujourd'hui, en Occident, mais même plus généralement, il y a effectivement l'émergence d'un nouveau type de racisme. Et ce nouveau type de racisme, il consiste à cibler des femmes et des hommes pour la seule raison qu'ils sont perçus ou définis comme appartenant à une religion
d'origine, de nom ou de situation sociale. Et que de ce point de vue-là, cela existe concrètement et que c'est comptable, qu'on a des statistiques, qu'on a des faits, qu'on a des réalités qui font qu'aujourd'hui, quand vous avez un nom avec cette consonance, que vous avez une origine qui laisse entendre que vous pourriez être de, quand vous êtes perçu comme tel, eh bien vous allez, dans votre vie quotidienne, faire face soit à une discrimination quant à vos droits, soit à une stigmatisation quant au vocabulaire, soit à des couvertures médiatiques, ce que vous venez de montrer, totalement biaisées. Et cela, ce n'est pas aujourd'hui de se considérer comme des victimes, mais c'est des êtres humains, des femmes et des hommes, qui commencent à devenir les sujets de leur histoire et qui commencent à déterminer où et quand commence le processus de discrimination quant à ce qu'ils sont ou à la façon dont ils sont perçus. C'est exactement le contraire. La campagne qui pose le fait de la lutte contre l'islamophobie ne dit pas que les musulmans sont des victimes, mais détermine le fait que les musulmans deviennent des sujets de leur histoire, deviennent des sujets de cette France qui se positionne en État et en nation. L'État-nation comme étant un des processus. Donc c'est exactement le contraire. Alors raison pour laquelle il faut mettre en évidence et définir le terme de l'islamophobie, mais en même temps que l'on fait cela, il faut de façon extrêmement claire dire de la même façon et dans le même élan, nous comptons les victimes de discrimination et nous refusons le discours victimaire qui entretient cette situation. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, des victimes, il y en a. Mais tout le discours de cette campagne, c'est de dire, non, nous n'acceptons pas d'être les victimes de racisme parce que le racisme, ça se combat et que nous sommes les premiers sujets de cette résistance. En terminologie, en situation sociale et en positionnement politique. Donc c'est le contraire qu'il faut. Il faut aujourd'hui se positionner avec une assurance, avec une détermination qui n'est pas tout le temps et de répéter « ils nous aiment pas ». Mais ça aussi c'est particulièrement important parce que vous savez, la position de sujet, ce n'est pas simplement une position intellectuelle, c'est une position psychologique, c'est une position affective, c'est une position, alors c'est justement là où le terme est très important, c'est une position qui fait sienne l'idée du récit commun. Et le récit commun, c'est le récit de la nation. Alors le prochain livre que j'écris sur cette question-là, il est effectivement directement lié à cette notion-là. C'est l'idée de la nation. En fait, pendant des années, on nous a dit à nous comme citoyens, vous avez un problème avec la laïcité. Il faut que vous respectiez les lois. Vous avez un problème avec la loi et vous avez un problème avec les droits. Et en l'occurrence, il y a 30 ans de cela, certains d'entre vous n'étaient pas nés, on commençait à se positionner en se disant quel est notre rapport au droit. Et puis, on a fait un travail sur nos sources musulmanes parce qu'on était interpellés. On nous laissait entendre, mais qui? Souvent des orientalistes, qui? Souvent des penseurs musulmans qui avaient vécu dans des sociétés majoritairement musulmanes et qui ne connaissaient pas la société européenne, et en particulier la société française, et qui avaient développé un discours eux-mêmes de l'altérité. En d'autres termes, quand tu es musulman, tu ne peux pas être français. Vous savez qu'un certain nombre de savants, depuis l'Algérie, depuis la Tunisie, depuis le Maroc, depuis l'Arabie Saoudite, disaient aux gens qui étaient nés dans ce pays, ne prenez pas la nationalité, ça n'est pas votre pays. Mais ça, c'était il y a une quarantaine et il y a une trentaine d'années. Et à partir d'un certain moment, l'émergence de la pensée ici, elle a été de comprendre qu'en fait, c'était un piège. Ils répétaient là-bas ce que certains ici voulaient que l'on devienne, à savoir, vous êtes d'ici, mais toujours étrangers ici. Vous êtes les étrangers de l'intérieur, les citoyens étrangers au récit national. Vous ne serez jamais français. L'idée qu'il y a chez Renan, la grande pensée de Renan, c'est de dire, quand vous ne parlez pas bien français ou quand vous parlez arabe, vous ne pouvez pas être vraiment français. Et il y a certains arabes qui pensaient que c'était vrai. Que si tu parlais français, tu parlais le langage du colonisateur. Tu te perdais dans sa langue. Tout ça, ça vient d'une histoire qu'il ne faut jamais oublier. Le grand problème de beaucoup d'entre vous dans cette salle, c'est que vous luttez contre des intellectuels qui portent une histoire que vous ne maîtrisez plus. Ils vous parlent avec un fond historique et vous vous répondez avec le problème du présent. Il faut donner de la densité à votre résistance. Et cette densité, elle est historique, elle est fondamentale et elle est politique.
Elle est politique, elle est de reprendre l'ordre du discours, reprendre l'ordre de la position et pouvoir répondre, maîtrisant l'histoire, comprenant le problème et construisant l'avenir. Je dis ceci parce que aujourd'hui, on a dépassé ce que disaient des savants, des intellectuels dans le rapport à la migration. Nous ne sommes plus dans l'ordre de la migration. Nous sommes effectivement dans l'ordre de la citoyenneté. Mais la citoyenneté, on nous a dit, c'est de respecter la loi de l'État. Alors on l'a fait, on a fait tout ce travail, des années et des années de travailler sur les textes. Moi, pendant 25 ans sur la question de comment on travaille sur la jurisprudence et à produire des livres à l'époque. Et même l'un des premiers, des articles, l'un des premiers livres, c'était au tout début des années, on a des ouvrages qui datent des années 60, 70. Et puis nous, on s'y est mis aussi avec notre expérience. Puis on a fait ce travail-là pour se rendre compte qu'en fait, on nous a trompés et on s'est trompés. Et on s'est trompé, non pas parce qu'on nous a trompés, mais on s'est trompé parce que la façon dont on abordait le problème était problématique. C'est qu'on a pensé qu'il suffisait d'accepter la loi pour que le discours du politique, le discours national nous intègre. Mais vous savez pourquoi on s'est trompé? Parce qu'on n'a pas compris, en fait, que cette affaire-là, des citoyens français de confession musulmane, ce que vous vivez maintenant, a été vécu sur le plan continental et international de façon extrêmement profonde. Regardez, vous revenez à votre école, vous revenez à ce qu'on vous a enseigné, ce qu'on vous a dit sur l'Europe, ce qu'on vous a dit sur la France, ce qu'on vous a dit sur la relation à l'Afrique, et vous allez comprendre d'où il est le problème. Le problème n'a rien à voir avec le droit. Le problème, c'est pas que vous soyez citoyen ou pas, c'est comment on vous conçoit citoyen ou pas. Comment on vous perçoit citoyen ou pas. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, l'histoire qu'on nous a donnée, toute cette histoire de l'identité française, eh bien, c'est une histoire sélective. On a enlevé de cette histoire, d'une part, toute la contribution de ceux qui sont devenus les autres, les Arabes et les musulmans et les Africains, et on a enlevé de cette histoire tout ce qui pouvait être, non pas simplement dans la contribution, mais le rapport critique à cette contribution. Donc, quand vous arrivez avec un passeport français, la couleur de là-bas, la religion de l'autre, vous êtes doublement problématique. Vous apportez avec votre passeport la conscience des anciens colonisés et qui aujourd'hui deviennent des citoyens libres. Et plus que ça, vous portez en vous la religion qui a permis de déterminer l'autre. C'est-à-dire que l'islam, c'est toujours la religion de l'autre. Quand ils étaient colonisés, même quand on a construit l'identité française. Et que maintenant vous pouvez y aller, vous allez respecter les lois, vous allez faire tout ceci. La vraie question, ça n'est pas aujourd'hui uniquement une question légale. Raison pour laquelle, quand on voit un certain nombre d'intellectuels de confession musulmane ou de savants de confession musulmane qui interviennent en vous disant, vous savez quoi, il faut vous montrer, il faut respecter la loi, il faut même être patriote, dites vive la France. Mais j'ai aucun problème à dire vive la France. Mais ça dépend comment je le dis. Vive la France quand la France fait les bons choix. Mais vive la France en acceptant tout de l'histoire française sans conscience critique. Alors là, ça n'est pas vive la France qui est un vive la France qui est digne, c'est un vive la France nationaliste aveugle et qui ne se rend pas compte qu'il y a eu deux France qui ont lutté. Il y a eu des Français résistants comme il y a eu des Français qui ont collaboré. Donc à partir d'un certain moment, donner l'impression que pour être un bon Français, il faut tout accepter de l'histoire de France, eh bien ça c'est une erreur. Un Français qui accepte tout de l'histoire de France est un mauvais Français. C'est un mauvais citoyen. Le vrai citoyen n'est jamais celui qui accepte les erreurs de sa patrie. C'est celui qui a la conscience critique de son passé. Les bons Français pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce sont ceux qui ont dit non à ceux qui avaient le pouvoir. Les bons Américains, ce sont ceux qui ont dit non quand on est allé tuer du Vietnamien. Parce qu'il n'y a pas de loyauté sans une loyauté critique. Et c'est là où c'est important. C'est là où c'est important de reconnaître trois choses dans toute cette lutte contre ce qui est l'islamophobie. C'est qu'il va falloir dénoncer en matière de droit toutes les fois où votre droit, où votre identité d'être humain, avec votre histoire, avec votre mémoire, avec votre religion, chaque fois qu'en termes de droit, votre dignité de femme ou d'homme,
vos droits de citoyens sont en frein, il faut qu'en France, il y ait une personne, un individu, une association et qui se lève et qui dit on ne laissera pas passer. Notre dignité collective, au-delà des musulmans, c'est de se lever chaque fois qu'un noir, chaque fois qu'un musulman, chaque fois qu'un juif, chaque fois qu'un étranger est traité de façon discriminatoire, nous sommes la conscience de la justice de ce pays. Ça, c'est notre dignité en termes légaux, mais ça ne suffit pas. Et c'est quand j'ai vu, moi, la campagne autour de la question de la nation, c'est là où c'est très important. Où vous, aujourd'hui, citoyens français, de quelque confession que vous soyez, parce qu'il ne s'agit pas simplement de mobiliser les musulmans parce qu'on fait face à l'islamophobie. Ça, c'est une erreur monumentale. De penser que l'islamophobie est une affaire de musulmans, c'est le début de la fin. L'islamophobie est une affaire nationale qui concerne les êtres humains de dignité, exactement comme la lutte contre le racisme. La lutte contre le racisme contre les Noirs, ça ne concerne pas les Noirs, ça concerne les Blancs, ça concerne n'importe quel être humain, et en particulier ça concerne beaucoup les Arabes. Parce que les Arabes ont des problèmes avec les Noirs. Non, mais je ne sais pas qui est-ce que vous applaudissez, mais c'est un peu inquiétant. Et la même chose pour l'antisémitisme. Il faut qu'on soit clair. N'importe quelle personne qui veut jouer avec notre positionnement, vous luttez contre l'islamophobie et en même temps vous n'êtes pas clair sur l'antisémitisme, ça ne se discute même pas. L'antisémitisme, c'est quelque chose que nous refusons, comme nous refusons tout type de racisme. Mais il faut dire aussi à cette France-là, nous ne tomberons pas dans un piège qui est celui de la hiérarchie des racismes. Il n'y a pas de hiérarchie entre les racismes. Le racisme est à refuser fondamentalement. Quand on a dit ça et qu'on se positionne de cette façon-là, il y a trois choses qu'il faut qu'on fasse au-delà de notre stricte communauté religieuse. La première des choses, c'est effectivement de se réconcilier avec notre propre histoire. C'est-à-dire, se réconcilier avec sa propre histoire, c'est dans le temps long, qui remonte au Moyen-Âge, jusque dans le temps court, qui est du 19e et 20e siècle, il faut que vous soyez porteur de cette histoire de façon digne, que la France ne vienne pas vers vous aujourd'hui vous dire « mais vous servez à quoi dans ce pays ?» Quand on a utilisé les pères et les mères et des gens qu'on a traités comme des sous-hommes, à qui on parlait de sujets, à qui on ne voulait même pas donner la nationalité. Ils étaient même pas, on voulait tellement les contrôler qu'en Algérie, il ne fallait surtout pas qu'il y ait de laïcité. Non pas parce que la laïcité était bonne en métropole et mauvaise là-bas, mais là-bas, il n'en fallait pas parce qu'on contrôlait le pouvoir religieux. Donc la laïcité à géométrie variable. De ce point de vue-là, votre lutte sur la question de « nous sommes la nation », je veux bien que nous soyons la nation, mais nous sommes la nation et porteurs du récit commun que quand nous avons une maîtrise du passé. Ce que disait Orwell, il disait « ceux qui maîtrisent le passé maîtrisent le présent. Ceux qui contrôlent le passé contrôlent le présent. » Et c'est exactement ce qui se passe. On vous dit le passé. Et souvent, nous, on ne sait même pas notre passé. On ne connaît rien de ce qui s'est passé. Donc là, il faut se réapproprier ceci. Pour dire, la nation telle qu'on la présente aujourd'hui dans les manuels scolaires en France est un récit de la nation tronqué. Tronqué. Il y a des pans entiers de la collaboration intellectuelle, philosophique, artistique, totalement passés par pertes et profits de la mémoire collective. Et que si vous, aujourd'hui, qui êtes les nouveaux citoyens de ce pays, vous-même, vous vous êtes auto-aliénés et que vous ne connaissez pas, il n'y a pas de surprise à voir que les gens ne le sauront pas, donc il faut se réconcilier avec ceci. Ensuite, il faut clairement se positionner en disant que dans la nation française aujourd'hui, l'islam est une religion française. L'islam est une religion française et ça participe aujourd'hui, il y a des millions de citoyens de confession musulmane et il n'y a pas à accepter que l'islam ce soit la religion de l'autre. Mais vous savez, même dans les formulations, quand on vous dit on va passer de l'islam en France à l'islam de France. Et puis vous avez une délégation d'intellectuels. L'islam de France. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette colonisation terminologique? Je veux dire, moi j'ai même aucun problème, je le disais il y a 20 ans, l'islam français, il est très simple. Je dis même l'islam français. Qu'est-ce que ça veut dire l'islam français? C'est qu'il y a plusieurs islams? Non! Il y a un islam quant au principe et la culture française qui est la mienne. Point!
On ne va pas en faire un espèce de débat. Vous êtes passé de 1 à 2. Depuis quand? Et nous, on suit. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui décident de ça, et le grand moufti de ce débat-là, ça a été Sarkozy. Moufti, à un moment donné, il dit non, à un moment donné, il expliquait aux associations musulmanes qu'il fallait mettre des fatwas contre la violence dans les cités. Et il y en a qui écrivaient des fatwas. Non mais je veux dire, vous riez, mais on en est là. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de... Non, ce n'est pas une question religieuse, ça. La violence dans les cités, c'est une question nationale et citoyenne d'injustice sociale. Vous islamisez des problèmes et les premiers qui tombent dedans sont les musulmans eux-mêmes. On ne veut pas islamiser les problèmes. On veut le problème de l'islam en matière de racisme, c'est une chose. Le problème de l'injustice sociale, c'en est une autre. Et ce que tu disais tout à l'heure, à des moments donnés, les amalgames. Je veux dire, tout à coup, la Turquie, l'Arménie, c'est islamique. Comme si le pouvoir de maintenant était à confondre avec le pouvoir de l'époque qui n'avait rien à voir avec le pouvoir qui était aujourd'hui d'inspiration musulmane tel qu'il est. Des amalgames et des mensonges. Mais ça vient du fait que nous ne connaissons pas notre histoire. Donc le deuxième élément, il est sur le présent. Et sur le présent, effectivement, de dire ce que nous sommes. Et puis ensuite sur l'avenir. Et c'est là où j'aimerais terminer et je conclus. C'est que, je suis toujours dans ma demi-heure, non? Ouais, hein, c'est pas mal. Ce que je voulais dire, c'est sur le futur. Parce qu'au bout du compte, on doit refuser on doit mettre en évidence et établir un registre clair de ceux qui sont victimes. Parce qu'encore une fois, il y a des victimes. Il faut, avec ceci, refuser la posture intellectuelle victimaire, en disant, voilà, notre histoire, elle est celle-ci. Voilà aussi ce à quoi nous avons participé. Voilà ce qui fait partie de l'identité française. Et donc, on fait partie de ce récit. Et ensuite, aujourd'hui, d'un point de vue citoyen, du point de vue de la langue. Mais vous savez, je vais très loin. Vous aurez réussi à faire partie du récit national, de la nation française, quand vous aurez réussi à faire une chose, pas simplement à parler bien français, parce qu'il faut parler bien français quand vous êtes français. Il faut pouvoir, avec avec l'outil de la langue. Mais c'est une chose encore plus profonde. Le jour où vous, de là où vous venez, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, de la Mauritanie, de l'Afrique, vous aurez réussi à faire en sorte que la France comprenne que fait partie de ses cultures les autres langues. Le jour où la France respectera la langue arabe, vous aurez fait partie vraiment du récit national. Mais tant qu'aujourd'hui on accepte, même jusqu'au baccalauréat, qu'on fasse des examens dans un arabe qui est un arabe dialectal et un arabe au rabais, et qu'on ne considère pas cette langue comme étant une langue qui participe de votre dignité, alors ne vous étonnez pas que vous soyez toujours des nationaux de seconde catégorie. Je n'ai pas dit des citoyens, des nationaux. Le but, ce n'est pas simplement de bien parler français, mais que la France intègre toutes ces cultures d'origine qui la fondent. La France nouvelle est une France plurielle linguistiquement, culturellement et de mémoire. Ça, c'est votre combat. Au lieu de faire comme certains, j'en vois à l'université, quand vous êtes avec eux, ils disent « Salam alaikum » et quand ils vous voient devant le prof, « Bonjour, comment allez-vous » Le complexe dans la langue, pas simplement dans la tenue vestimentaire, dans la langue. Ne même pas oser être fier de cette langue, être fier de ça, de ce qui fait que c'est la langue de mon père, la langue de ma mère, et que ça sera la langue de mes enfants, pas contre le français, mais avec le français. Et on va apporter à la France le plurilinguisme, et non pas cette espèce d'exception française qui fait qu'on ne parle plus qu'une langue, à l'exception de toutes les autres. Non, on en parle bien une en multipliant les autres. Soyez les Français qui réconcilient la France avec le caractère polyglotte, pluriel de la dimension linguistique. Ça fait partie de la nation. Et quant au futur, ça me paraît être déterminant de comprendre que aujourd'hui, je ne cesse de le répéter, il faut, comme un des instruments déterminants de notre lutte contre ce racisme, contre cette islamophobie-là, qu'on soit clair du point de vue du droit, mais qu'on soit aussi extrêmement engagé dans notre contribution.
Je vais vous dire une chose, parce qu'un des sujets où on m'avait apporté le sujet sur la dimension spirituelle. Je vais vous dire une chose. Moi, j'en arrive à... J'interviens beaucoup en conférences comme celle-ci, mais l'une de nos contributions, c'est pas simplement dans le marché de l'emploi, parce que la France doit beaucoup à ceux qui ont reconstruit la France entre les 2 guerres mondiales et après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une évidence. Les tirailleurs, ceux qu'on a exploités, tout ça, il faut le dire, il faut que ça fasse partie de cette histoire de la France. C'est qui a construit ce pays? Qui l'a reconstruit ce pays? Mais d'un point de vue aussi de notre présence quant au sens. Parce que moi, quand je suis tout le temps en train de dire l'islamophobie, puis finalement, je suis tellement porté à parler de la discrimination que l'on a en face du musulman, que je n'arrive même plus à prendre le temps de dire ce qu'est un musulman du point de vue du sens. Moi, ma contribution aujourd'hui et votre contribution en tant que citoyen, ça ne doit pas être simplement celle qui se bat au nom de la dignité contre la discrimination et au nom du droit contre la reconnaissance, mais celle qui a une contribution qui voit beaucoup plus loin. Vous savez, quand quelqu'un vient vers vous et vous insulte, et que vous entendez dans le Coran cette parole qui dit « Quand ils sont critiqués par des gens qui ne savent pas, ils disent paix ». Qu'est-ce que vous dites au fond? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à la nation? Vous êtes en train de dire à la nation, vous m'insulterez, je me battrai pour mon droit. Mais à un moment donné, quand il n'y a plus de droit pour me battre, il y a mon élégance pour vous surpasser. Il y a ma paix pour répondre à votre insulte. Il y a ma spiritualité qui est plus forte que votre insulte et votre verbe. Il y a mon silence qui dépasse ce que vous ferez. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est qu'à un moment donné, notre contribution, elle doit aussi être dans une dignité, une distinction éthique. Il y a des choses que vous faites que je ne ferai jamais. Vous insultez, je n'insulterai pas. Vous me giflerez, je vais me battre. Mais je ne répondrai pas. Non mais vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est très important. D'abord, la fausse interprétation qu'on a de la tradition chrétienne, c'est tu m'en donnes une, je t'en donne... Non, c'est pas vrai ça. Il y a une élégance dans ça. Et tu me frappes, je vais me battre, mais je ne te répondrai pas à toi. Mon combat te dépasse. Je ne me mets pas à ton niveau, je me mets au niveau du droit qui te dépasse. Ça, c'est ma spiritualité. Ma spiritualité, elle n'est pas de te répondre à toi, elle naît de me battre pour les droits qui te dépassent toi. Et toi, je t'ignore. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un ignorant. Un ignorant? Non, mais au sens de... Non, 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 non. Là, on n'applaudit pas, on réfléchit. Non, mais parce que c'est important, cette affaire-là. C'est important, cette affaire-là. Et cette association-là qui pose cette question-là, c'est très important. Parce que moi, ce que j'ai envie, c'est cette lutte contre ce racisme-là. Ah ouais, je pensais que j'avais un quart d'heure encore. Non, non, j'arrête. Qu'est-ce que je disais? Il m'a coupé. Non, mais là, simplement pour vous dire, c'est important cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que nous mettions la forme dans le combat. Et cette forme-là, c'est l'essentiel. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous entendez même l'exemplarité prophétique, le prophète alayhi salam aussi, parce que les gens vous disent, je sais, être un citoyen français, c'est pas oublier ces exemples. Il y en a parmi vous, ils ont des exemples, c'est Gandhi. Il y en a, ils ont des exemples, c'est Nelson Mandela. Il y en a, c'est Muhammad Ali. Oui, ça, tu frappes, tu vas frapper, tu vas voir. Il y en a, chacun ses exemples. Et nous, notre idée, c'est, on n'imposera pas notre religion, mais on a un exemple. Et cet exemple-là, quand on l'insultait, il ne répondait pas à l'insulte. Il avait une présence spirituelle. Et moi, ce que j'aimerais vous dire dans la lutte contre l'islamophobie, c'est, vous savez, un jour, une femme, elle a été humiliée dans la façon dont elle s'habillait à l'époque du prophète. Il a levé une armée. Il a levé une armée. Nous, on ne va pas lever une armée, mais on va lever des consciences. C'est une armée de conscience. Elle dit, on ne va pas se laisser faire. Et puis ensuite, il y a une façon d'être. Et cet apport-là, cet apport qui dit le sens, qui dit la dignité, qui dit le service, de faire comprendre à quelqu'un qui vous insulte, en fait, écoute-moi bien, je ne vais pas répondre à ton insulte, mais ma réaction va être un service pour toi. Je vais t'éduquer même dans ta mauvaise éducation. Je vais te répondre par la noblesse, même quand tu es indigne. Cette attitude-là, elle doit être celle que vous pouvez maîtriser comment? Par deux choses. Un, la maîtrise de soi.
La maîtrise de soi. Et ça, c'est une démarche spirituelle. Vous voulez lutter contre le racisme? N'en faites pas une question émotive. Faites-en une question de dignité, une question de droit, pas une question émotive. L'émotionnel, quand on est en face du racisme, c'est le pire qui puisse nous arriver. Pas de résistance émotionnelle, une résistance digne, une résistance qui se maîtrise. Et ensuite, la deuxième chose, c'est maîtriser le verbe. Faire attention aux mots, faire attention au sens. À des moments donnés, quand on vous crie dessus, la meilleure réaction, c'est le silence. Et souvenez-vous toujours d'une chose, on a dans notre tradition prophétique quelque chose d'extrêmement intéressant. Quand quelqu'un vous attaque, changez de position. Vous êtes debout, asseyez-vous. Si on continue à vous insulter, vous êtes assis, allongez-vous. Si on continue à vous insulter, vous êtes allongé, dormez. C'est la moitié d'une plaisanterie. C'est la moitié d'une plaisanterie. Ça veut dire changez, prenez de la distance et soyez dans la maîtrise. La meilleure contribution que vous pouvez avoir par rapport aussi à cette islamophobie, c'est ça. C'est une espèce de qualité de la résistance. La distinction éthique. Vous êtes devenu visible dans ce pays. Vous êtes devenu visible par votre couleur. Vous êtes devenu visible par votre tenue vestimentaire. Vous êtes devenu visible par vos noms et prénoms. Vous pouvez suivre certains qui vous disent il faut tout enlever. Vous pouvez. Et c'est une erreur historique. C'est la pire des erreurs. Maintenant, ce qu'il faut, c'est garder vos noms, garder votre couleur, garder vos vêtements et ajouter à la visibilité immédiate la distinction éthique, la distinction du verbe, la distinction de l'attitude, la distinction spirituelle, la distinction de la résistance, de la noblesse, de la noblesse. Ça, c'est quelque chose qui se travaille et ça fait partie aussi de ce qui doit être institutionnalisé. Vous êtes ici en train de soutenir une campagne. Tout à l'heure, vous allez sortir et vous avez, pour cette campagne, cette association-là, elle fait un bon travail. Elle fait un travail depuis longtemps. Ils ont besoin d'adhérents, ils ont besoin de présence. Quand vous sortez tout à l'heure, il y a des stands là-bas. Vous allez mettre votre nom, vous adhérez. C'est une fatwa. Non, je plaisante. Adhérez à cette association-là, soutenez-les. Sachez qu'ils font ce travail-là au nom de... Et vous relayez ce travail de la meilleure façon que vous pouvez, par le verbe, par la présence et par l'engagement, Inch'Allah. Assalamu alaikum.